Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du talk show des Anime Awards 2024 par Kanimi dédié aux personnages. On va d'abord aborder les meilleurs personnages féminins de cette année, ceux qui ont été nommés par le jury et ceux qui auraient peut-être mérité d'être présents dans la sélection. Et idem pour les personnages masculins. Je suis accompagné d'une très belle équipe ce soir, notamment avec Manon, que vous avez déjà vu pour les catégories de doublage, évidemment, avec Takiro, ainsi que Sorad et Yerim. Hello. J'espère que vous allez tous les quatre très très bien, aussi bien que moi, aussi hypé pour cette catégorie. Je propose qu'on laisse honneur aux dames, hein. Évidemment. Manon, tu ne diras pas le contraire. Et tant qu'on est dans les personnages féminins, on va parler directement d'un gros sujet, Dandadan, qui a marqué cette année, avec le personnage de Momo Ayase, qui est, je pense, très justement nommé dans cette catégorie. De ton côté, Sorad, qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage ? En personnage féminin, c'est mon perso préféré de cette année avec Frieren dans le cours 2. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Son côté garçon manqué, c'est un truc qui m'avait beaucoup manqué dans ces animés rom-com. Et de ton côté, Yerim, est-ce que tu as apprécié le personnage de Momo Ayase de Dandadan ? Il me semble que tu l'avais plutôt bien aimé. Ouais, je l'ai adoré parce qu'en fait, contrairement au... Enfin, c'est pas totalement une romance Dandadan, mais ce que j'aime bien sur Momo, c'est pareil que notre personnage qu'on va aborder après, c'est assez relatable. Genre, on peut aussi bien se sentir dans la relation qu'elle a avec Okarun. T'as une sorte d'authenticité, c'est pas une relation un peu abusive. C'est assez représentatif des relations que... Enfin, après, je suis pas bien placé pour en parler parce que, bon, je suis pas jeune. Si, je suis jeune, mais j'ai pas 15 ans, quoi. On a plus 20 ans, Yerim. En effet. Et c'est pas... En fait, je trouve que c'est assez représentatif des relations des adolescents qu'on a de nos jours. C'est assez authentique, il y a la découverte de l'autre, etc. J'aime bien, en fait. C'est ça que j'aime bien dans Dandadan. Et je trouve que c'est, en tant que personnage masculin et féminin, avec Okarun, sont vraiment des personnes qui se complètent. Il y a vraiment cette alchimie combinée. J'aime beaucoup. Ouais. Honnêtement, j'aime beaucoup le personnage. Il est drôle, fun et... C'est intéressant, ouais. Elle est intéressante. Ouais, je suis assez d'accord qu'il y a une très bonne alchimie entre les deux personnages principaux de Dandadan, ce qui fait bien fonctionner finalement l'animé dans son entièreté. Tu parlais un peu de côté garçon manqué. On en a eu avec, par exemple, Makeine, avec le personnage de Lemon, qui était très intéressant. Mais pourtant, ce n'est pas Lemon qui est passé, c'est tout simplement Ana Yanami dans cette sélection. Alors, je vais me permettre d'en parler parce que c'est peut-être ma waifu de l'année, qu'on se le dise. C'est un personnage que j'ai vraiment adoré parce qu'elle a un rôle capital dans toutes les relations entre les personnages de Makeine. Mais surtout, elle est vachement drôle, vachement attachante et plutôt jolie, qu'on se le dise, voilà. Comme ça, on dit le Starmos, ça joue aussi. Plus sérieusement, un personnage qui est très haut en couleur et qui a vraiment carré, je trouve, l'animé qui est Makeine, avec le reste du casting qui n'est clairement pas en reste. Mais voilà, ici, on a décidé de sélectionner une seule fille de Makeine et c'est Ana Yanami, très méritée de mon point de vue. Dans les autres personnages de cette année qui ont été nommés, on avait Marcille de Donjons et Dragons. Et je pense que Mimi en avait beaucoup parlé dans la sélection. Et a raison. Avec toi, notamment. Vous en avez fait pas mal la propagande de ce Glouton et Dragon. Qu'est-ce que tu en as pensé de Marcille, toi, Manon ? Elle porte l'animé à elle toute seule, j'ai envie de dire. Je suis d'accord, elle est vachement drôle. En tant que personnage féminin, en tout cas, surtout qu'on la retrouve dans une équipe entièrement composée d'hommes. Donc, je me dis, dans un animé médiéval comme ça, avec de la magie, etc., elle est quand même là avec une volonté de s'émanciper et de montrer qu'elle ne sert pas à rien. Et Dieu sait qu'elle ne sert pas à rien, parce que c'est quand même elle qui a les plus... Je pense, la plus grande puissance, les plus grands pouvoirs. Et si jamais l'équipe se retrouve dans la mouise, je pense que c'est elle qui les sortira vivants de tout ça. Ou en tout cas, une bonne partie de l'équipe, parce que tous ne méritent pas nécessairement d'être sauvés. On en reparlera plus tard. mais Marcille, non, vraiment un énorme coup de cœur parce que elle est fun. Elle est vraiment très fun. Et je pense qu'elle représente bien... toutes les personnes qui se retrouveraient un jour coincées dans cet animé et dans cette ambiance où on peut se faire bouffer à chaque angle de couloir, où si elle n'a pas envie d'être là, elle n'a pas envie d'être là et elle le dit, quoi. Elle n'essaye pas de se montrer courageuse pour être courageuse. Quand elle a peur de quelque chose, quand elle n'aime pas quelque chose, elle le dit et ça fait du bien. Parce qu'on en a marre des héros trop lisses, je trouve. Et elle, voilà, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, elle sait le dire et quand elle trouve une situation trop dangereuse, elle va pas au front, elle n'essaye pas de jouer les héroïnes badass. Elle sait se montrer raisonnable et ça, c'est cool. Ouais, surtout pour compléter ce que tu dis maintenant, c'est dans le fait que dans Glouton et Dragon,
c'est un peu une façon de critiquer et de prendre à revers, un peu comme Konosuba fait avec les isekai, les animés de fantasy qui sont dans des donjons. Et le fait, cette fois-ci, d'avoir un personnage féminin qui est mis en avant, qui n'est pas uniquement « Oh, sauvez-moi », etc., je trouve ça très, très important. Parce qu'effectivement, si elle n'est pas là, ils sont dead épisode 1, quoi, littéralement. Genre, ils ne survivent même pas. Donc, moi aussi, je trouve ça très intéressant. C'est vrai qu'elle porte à la fois le casting d'un point de vue personnalité, mais aussi d'un point de vue qualité et compétence. Ça, c'est une certitude. Au niveau des autres nommés, on a eu le retour ici de Ranma 1/2, la réadaptation de 2024. Et parmi les nommés, on a Akane Tendo. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce personnage, Jérim? Bah, déjà, en fait, ce que j'aime bien, c'est que son alchimie avec Ranma, parce que, enfin, pour ceux qui ne savent pas, Ranma 1/2, ça parle de quoi? En gros, c'est l'histoire d'un mec, quand il touche de l'eau chaude, il devient une meuf. Donc, l'alchimie que tu as entre Tendo et Ranma, elle est très intéressante parce que tu as toujours ce délire de oui, là, je suis devenue une fille, etc. Comment on va créer de l'humour avec, et c'est un personnage très drôle qui apporte vraiment. Moi, je trouve que justement, Tendo est carré plus que Ranma au niveau de l'humour de l'œuvre globalement, vu que toute l'œuvre, bah, c'est une œuvre d'humour, donc le but c'est de nous faire rire, et que si elle n'était pas là, tu n'aurais pas le Ranma qu'on connaît aujourd'hui, même que ce soit dans l'ancienne version ou même sa version de 2024. Et je trouve que c'est limite le personnage qui donne l'essence de l'œuvre. Honnêtement, j'aime beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et même, elle est vachement badass. Enfin, elle a Oui. tout un tas de. Vraiment, de image de qualités. femme forte. Ouais. Vraiment, C'est ça, t'as ce truc de fou. où c'est. Comme dit Rim, t'as vraiment ce truc où on dirait elle porte aussi un peu l'œuvre. Et t'as aussi ce côté avec leur relation avec Ranma en mode je te déteste, mais en même temps, je t'aime, mais je vais pas te le dire. Tu sais, t'as ce truc vraiment, je trouve Ouais. ça ultra intéressant entre les deux personnages. Et surtout, j'ai vraiment cette scène de, je pense, l'épisode 1 ou 2 où elle arrive à l'école et elle détruit toutes les personnes Oui. Oui. qui veulent se confesser à elle, qui était assez drôle. Donc, elle porte aussi pas mal l'humour. Mais c'est justement ça qui est intéressant avec Akane, c'est que en fait tous les personnages qui composent l'animé l'imaginent automatiquement en couple, ou en tout cas il y a une dimension romantique autour d'Akane qu'elle essaye de combattre en fait à chaque fois. Quand elle va au lycée et qu'elle massacre tous les garçons, c'est pas nécessairement parce qu'elle a une rancœur à évacuer, c'est parce qu'en fait ils veulent tous la pécho. Et en fait elle a envie de Elle en a montrer marre. que voilà, elle en a marre, et pareil pour son père qui automatiquement veut la marier à un gamin alors qu'elle a 14 ans. Ouais. Et c'est vraiment, c'est une histoire d'émancipation, hein, un peu comme ce que je disais pour Marcille. C'est une femme qui a envie de montrer qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour. Et voilà, et elle n'est pas encore avec Ranma, qu'elle porte déjà l'animé. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment la relation sera un bonus, mais ça fait pas la femme qu'elle est, et c'est cool, quoi. Je suis totalement d'accord. Elle n'est pas qualifiée par sa relation. Elle est Pas du par tout. la personne qu'elle est. Et ça, Oui. c'est beau, j'ai envie de dire. C'est très beau. Dans les autres personnages qui ont été nommés pour cette catégorie, on a un animé que personnellement, je n'ai pas du tout vu. Par contre, Yerim, je sais bien que tu l'as regardé de ton côté. C'est Nadeko Sengoku de Monogatari Series. Ah, Monogatari, j'ai saigné toute la série. Hein. J'ai saigné toute la série, et même Off-Season et Monster Season. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette saison, c'est que Nadeko, dans Monogatari, en fait, chaque personnage a son arc narratif qui est lié au personnage principal, Araragi. Et dans les Monster et Off-Season, ça se concentre beaucoup plus, enfin, dans les Off-Season plus précisément, ça se concentre plus sur les personnages qui ne sont pas Araragi sans qu'ils ont une relation avec lui. Et Nadeko, je pense que c'est l'un des personnages que j'ai pu voir dans de la fiction qui est les plus relatable pour des jeunes adolescents, en fait. Pour quand tu vas avancer dans la vie, comment tu vas faire face à la société, etc. Et dans Monogatari, tu as ce délire de... Ils ont tous des malédictions, en fait, qui sont liées à des animaux spirituels. Enfin, je dirais pas des yokai, mais vous comprenez à peu près. Et Nadeko, en fait, c'est le rapport qu'elle a avec les serpents. Je trouve qu'ils font un parallèle assez intéressant pour qu'on puisse se comprendre soi-même. Et le personnage, en fait, il n'y a pas une thématique précise sur l'acceptation de soi qui est prise, en fait. Quand, par exemple, tu as dans d'autres œuvres de fiction une thématique qui va montrer qu'à travers ce chemin, tu vas mieux te comprendre. Et Nadeko, ils sont un peu plus dans de la globalité pour que tout le monde puisse se retrouver dans le personnage. Et c'est un côté que je trouve très intéressant. Surtout que c'est une fille innocente, intéressante, drôle, etc. Et ses réactions, elles sont assez, on va dire, réservée au début de Monogatari, enfin dans Off-Season, mais dans les autres séries. Et là, tu vois beaucoup plus comment elle a évolué, en fait. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et la saison ici de Off and Monster, elle est vraiment centrée sur le personnage de Nadeko, en fait. En fait, tu as plusieurs arcs narratifs, en fait, dans Monster Off-Season. Et dans Off-Season, en fait, tu as un arc narratif qui va correspondre à un personnage que tu as vu dans les précédents Monogatari. Et tu as un arc qui s'appelle Nadeko Draw, si je ne me trompe pas. Ok. Et il est concentré que sur Nadeko, justement. Et tu en as un autre, par exemple, qui est
qui est concentré sur Quichotte, etc. Et de ton côté, tu trouves que c'est Nadeko qui méritait vraiment sa place ici parmi les Exactement. nommés? Bah, surtout que je sais que chez les fans du light novel, c'est vraiment un arc qui était très très attendu, Nadeko Draw. Et ils ont été très satisfaits pour la globalité. Ok, bah, c'est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui a été jusque-là dans les Monogatari, parce que non Ouais. seulement bah, voilà, c'est une série qui est peut-être un peu plus difficile d'accès par sa DA, par ce que ça nous montre, et même par finalement qu'est-ce qu'on doit regarder dans Monogatari. Ouais, t'es mal lors de visionnage en même temps, Pour genre. commencer, je n'ai jamais compris comment regarder Monogatari, mais tu pourras m'expliquer. Bakemonogatari en premier. Bakemonogatari, voilà, pour ceux qui voudraient commencer. Et dans les animés qui sont un petit peu plus underground, on va dire, qui ne sont pas parmi les plus connus, les plus visionnés de cette année, on a eu Criminel Fiançailles, une romance très sympathique et pour lequel le personnage de Yoshino a été nommé. Est-ce que maintenant tu saurais nous en dire un peu plus? Bah, je cherche encore la romance déjà. Merci. Waouh. Non, mais en fait, je trouve ça limite mieux parce que on a vraiment deux personnages qui sont, je pense, trop différents l'un pour l'autre et je ne comprends pas comment ils vont amener la romance. Donc c'est très bien qu'ils soient développés indépendamment l'un de l'autre, Ouais. en tout cas sur cette première saison. Et comme Akane et comme Marcil, c'est elle qui carry l'animé, mais de loin, parce que lui déjà il est insupportable. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Et c'est vraiment c'est la femme de 2025 quoi. C'est vraiment on n'est pas dans ce cliché qu'on peut avoir dans les animés de romance où on en parlait tout à l'heure de la demoiselle en détresse ou le personnage un peu pur comme on a par exemple cette saison avec My Happy Marriage. On est vraiment sur une femme qui, quand il y a un comportement qui lui plaît pas, va donner des coups de sac à main jusqu'à ce que la personne soit par terre. Et ça, je trouve ça cool. Et en même temps, on parle d'une femme qui a évolué dans le milieu de la mafia. Et ça, c'est plutôt cool aussi parce qu'on a l'habitude des filles qui, quand bien même elles ne seraient pas des demoiselles en détresse, ont évolué dans des cadres un peu plutôt calmes et plutôt sécurisés. Là, on parle d'une nana qui a grandi avec son grand-père entouré d'armes et d'explosions et pour qui c'est la normalité, quoi. Un peu différent. C'est ça, un peu différent et qui pour autant n'est pas traumatisée, n'est pas devenue psychopathe non plus, mais qui au moins sait ce qu'elle veut et sait se défendre. Enfin, on parle d'une femme qui, premier épisode, se fait retirer un rein pour gagner une confrontation avec son futur époux. Qui fait ça? Oui, j'avoue que. Voilà. Juste pour ce rein perdu, donnez-lui le lauréat, s'il vous plaît. Mais non, elle est vraiment chouette. Et puis c'est une nana qu'on te présente vraiment pimpée dans l'opening, maquillée, habillée comme à une soirée de gala. Et en fait, les 3/4 de l'animé, elle a les cheveux relevés, elle est en schlag, j'ai envie de dire. Mais ça me fait rire parce que il est amoureux d'elle quand même. Et c'est chouette aussi de montrer qu'une romance, ça peut naître. Moi, j'y crois pas trop, mais que voilà, les femmes comme ça peuvent aussi être attirantes. C'est un peu cool. Ben voilà, un beau message. Voilà. transmis Restez au en schlag, travers. vous trouverez l'amour quand même. Voilà, soyez naturel surtout. Je pense que c'est plutôt le mot à retenir plutôt que de C'est ce rester mot-là. en schlag. Maintenant, si le schlag c'est le naturel, restez naturel, restez schlag Exactement. quand même. Au niveau des personnages qui sont pas schlag du tout, justement, on a quand même le personnage de Ina Shono de Blue Box. Bien sûr. Quel beau personnage. Oui. Oh là là, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Yerim? T'as eu l'occasion de regarder Blue Box? Ouais, en fait, j'ai surtout lu le manga Blue Box depuis qu'il est édité en France. Et ce que j'aime bien chez le personnage, et même dans l'anime de romance en global, moi j'aime bien regarder les romances toxiques, de toute façon. Parce qu'il faut de l'action, genre si c'est monotone, c'est ennuyant et tout. Et Blue Box, c'est vraiment l'une des seules romances, comme Orimiya d'ailleurs, que je trouve, c'est pas toxique, j'aime bien. Genre, j'aime bien regarder parce que c'est pas toxique. Et Ina, en fait, c'est vraiment la pureté incarnée, sans que ça aille dans le trop cliché, parce que tu as ce côté sportif où elle veut se dépasser, etc. Et même Blue Box, en fait, en global, je trouve qu'elle représente bien l'ambiance de l'œuvre, le fait de devoir mélanger du sport et de la romance. Enfin, c'est la romance qui reste le centre, en fait, de l'œuvre quand même. Et que je trouve que Ina, c'est vraiment celle qui représente le plus l'animé et qu'elle carry littéralement l'œuvre, littéralement. Enfin, si elle n'est pas là, honnêtement, si on le remplaçait avec une autre fille, je pense que j'aurais drop l'œuvre depuis, quoi. Elle serait pas là, j'aurais drop aussi. Hein. Ah, vraiment, elle carry l'œuvre, quoi, Une littéralement. de mes raisons de regarder Blue Box. Est-ce que Ouais. Sorad et Takiro, vous avez vu Blue Box? Pas du ou tout. C'est pas une mais romance Peut-être, qui sait. Voilà, je pense que si vous regardez Blue Box, vous tomberez aussi sous le charme de Ina Shono, qui est un personnage très intéressant et surtout qui apporte une vraie dynamique dans le triangle un petit peu amoureux qu'on a dans ce Blue Box. On avait également Fujino parmi les nommés. C'est la dernière nommée ici de la liste. Fujino de Look Back, un film qui était très attendu, adaptation du manga de Fujimoto, son one-shot. Ouais. De votre côté, est-ce que vous avez eu l'occasion de check Look Back? Et globalement, est-ce que vous avez un avis positif, négatif sur cette fameuse Fujino? Ouais. Moi, honnêtement, c'est un personnage que j'ai beaucoup adoré parce que quand on creuse vraiment le sujet, on a l'impression que c'est une forme de personnalisation de Fujimoto.
avec, j'ai oublié le nom de son ami. Kiyomoto. Ouais, Kiyomoto, Kiyomoto. merci. Bah justement, j'ai l'impression que la fusion des deux, c'est les personnalités de Fujimoto qui ont été séparées. Et bah déjà Fujimoto. Et je trouve que que le personnage, en fait, d'abord le fait qu'elle soit arrogante au début du film, qu'au fur et à mesure elle rencontre Kiyomoto, qu'elle se forge sa personnalité, son amour pour le manga, sa nouvelle vision en fait qu'elle a envers les œuvres de fiction, c'est vraiment quelque chose qui a réussi à dynamiser le film en fait même le one shot en global, pour créer une histoire aussi touchante en fait. Parce que je vais pas donner les détails pour pas spoiler justement Look Back, mais justement c'est les interactions que Fujino justement elle a avec le reste de l'œuvre, notamment avec Kiyomoto, vu qu'il y a quasiment que 2 personnages durant toute l'œuvre. C'est ça qui donne un impact émotionnel en fait à ce qu'on voit à la fin du film. Donc moi honnêtement je trouve que c'est un très très bon personnage féminin qui mérite totalement sa place, bien que ça ne sera pas mon choix principal bien sûr, mais ouais je pense qu'elle mérite largement sa place et je peux comprendre les gens qui la mettront au choix premier. De votre côté, est-ce que vous avez d'autres personnages sur lesquels vous voudriez revenir ou pour lesquels voilà, vous pensez qu'il y aurait eu possibilité de les avoir dans cette liste après vote du jury? Moi, j'aurais adoré voir un personnage de Yatagarasu, mais je sais qu'on est très peu à l'avoir regardé. Voilà. Ça me désole un petit peu. Effectivement, Mais c'est le personnage d'Amayu et l'avantage ce que je trouve très fort dans ce personnage, c'est qu'on commence l'animé avec un point de vue sur elle et on finit l'animé avec un point de vue totalement inverse. Et ça, c'est très fort à faire, je trouve. Sur 14 épisodes, elle a une évolution de dingue. Et rien que pour ça, arriver à détester un personnage puis à l'adorer, je trouve ça très très fort. Scénaristiquement parlant, elle a un rôle qui apparaît pas très important au début et qui se révèle au fur et à mesure. Et vraiment, moi, je pensais que ça allait être la personne qu'on allait voir 5 épisodes et qu'on allait zapper. Et en fait, pas du tout. Elle arrive à porter l'histoire et à faire les choses tellement bien sans impacter les personnages autour d'elle. Je trouve que c'est une vraie force, surtout dans un animé politique où en général pour se faire sa place il faut se tirer un peu dans les pattes, et c'est vraiment ce personnage pur qui mériterait d'être sur le trône quoi. Elle leur donne pas la pression, mais elle a le charisme d'une reine et sans trop spoiler, je pense qu'elle a bien réussi son coup pour le pour une fois. Regardez Yatagarasu, c'est vrai que c'était très sous-coté et il n'y a pas beaucoup de nominations dans ces Anime Awards, peut-être faute de visionnage et de popularité, mais en tout cas des retours qu'on en a eu pour le peu qu'ils l'ont testé, c'était entièrement validé et Manon ne me dira pas le contraire. De ton côté, Takiro, est-ce que tu avais un personnage sur lequel tu aurais voulu revenir? Par exemple, je sais que tu avais beaucoup aimé Momo ouais, c'est ça, Ayase. Momo Ayase. Il y a vraiment ce côté où c'est femme forte. C'est vraiment l'image femme forte ou pas oh mon Dieu, aide-moi le héros. Il y a vraiment ce côté qui fait du bien à voir et qu'elle sait se défendre et même des fois qu'elle vient aider au Karen derrière. Ouais, donc franchement, ça change et ça fait du bien à voir. Et de ton côté, Sorad, est-ce qu'il y a des personnages sur 2024 pour lesquels tu as eu un affect particulier? Je sais bien que tu as mentionné Frieren tout à l'heure, on peut en parler s'il y avait le cours 2 qui était sorti cette année. Donc, de ton côté, est-ce que tu veux vanter ton amour pour Frieren? Oui, alors je disais que Frieren, c'est un de mes personnages préférés all time, vraiment, il n'y a aucune concurrence. Le perso, il m'a ému de malade. J'avais appelé Yerim après l'épisode 1 de Frieren. J'ai pleuré devant l'épisode. Vraiment, le perso, il est hyper émouvant. La sagesse dont elle a fait preuve pendant toute la saison, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Et je pense que c'est un perso que tout le monde a aimé finalement. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans la sélection. Parce qu'effectivement, il était nommé l'année passée. Ici, on a jugé que le cours 2 de Frieren. Et comme on avait vu Frieren, son introduction et la plupart de son développement, on va dire, dans la première partie, c'est vrai qu'ici, c'était compliqué de la renommer 2 années d'affilée pour le même titre. Mais je te rejoins totalement sur le fait que le personnage de Frieren est super intriguant en fait. Le fait que ce soit une elfe qui est extrêmement vieille, mais à la fois elle a encore toute la vie devant elle, c'est super intéressant. Ça lui permet d'avoir une vision du monde qui est semblable à aucune autre finalement. Et puis on en apprend de plus en plus sur elle au fur et à mesure, des flashbacks avec son ancien mentor, etc. Et même la cohésion avec son groupe dans l'animé, c'est quelque chose qui est extraordinaire aussi. C'est clair. Le casting de Frieren est vraiment exceptionnel. Stark, Fern, évidemment, dont on a beaucoup parlé l'année passée. Mais il y a le cours 2 qui est sorti et Frieren est nommé dans certaines catégories. Et en parlant des autres catégories, on a personnage masculin dont on doit parler. Après avoir parlé des filles, on parle des gars. Et c'est assez marrant parce que dans personnage masculin,
On a Ranma Saotome. Quelle surprise. Quelle surprise, hein. Du coup, Alors, du coup, Comment on le clairement, considère on l'a considéré comme meilleur personnage masculin dans ce cas de figure. On a vu Ranma, Yerim, voilà, qu'est-ce que tu as pensé globalement de ce personnage de Ranma Saotome? Depuis que je suis petit, c'est l'homme de ma vie. Sincèrement. Je suis d'accord. C'est Allez, l'homme comme de ça, ma c'est vie depuis que je suis petit. Oui. C'est l'un de mes premiers animés en plus. Enfin, du coup, là, je parle de l'ancienne version de Ranma 1/2. Et quand j'ai vu qu'il y avait un remake de prévu, j'étais trop content. Et honnêtement, le personnage, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a un concept de fou de faire en sorte qu'il devienne un personnage féminin. Bah, du coup, c'est aussi le meilleur personnage féminin. Voilà, donc on va rester son côté masculin. Et en fait, le personnage, en fait, il y a vraiment ce jeu de j'ai deux personnalités, de quand je vais changer de genre, de sexe pendant la transformation, que ça permet de diversifier en fait les différentes choses qu'il y aura dans l'œuvre, les différentes vannes, etc. Bien qu'il y en a certains je trouve un peu sexistes, mais ça c'est un autre débat. Donc j'aime bien cette diversité que le personnage en fait il arrive à donner. Et c'est comme si je jugeais en fait l'œuvre, mais je peux pas vraiment séparer Ranma 1/2 sans parler de Ranma en fait. Parce que pour moi c'est vraiment lui, l'œuvre. En fait, pour moi Ranma c'est Ranma 1/2 quoi, genre c'est l'œuvre. Je sais pas quoi dire de plus, mais juste, C'est son personnage, quoi. C'est vraiment le héros. c'est son personnage, quoi. Genre, c'est vraiment le roi de l'œuvre, quoi. Et la reine aussi, du coup. Voilà, les deux. Même si respect sur Akane, hein, évidemment. Oui, respect sur Akane, bien sûr. Respect sur Akane. Dans les autres personnages qui viennent de saison 3, notamment, on a ReZero avec le personnage de Subaru Natsuki. Sorad, je sais bien que ReZero, c'est là, quoi. Alors, Subaru, c'est mon go. Moi, j'aimerais bien que ce soit mon pote finalement. J'aimerais bien l'avoir à côté de moi, là, cette table, à côté de Yerim et tout. Je pourrais supporter ses problèmes psy parce qu'à mon avis, il en a beaucoup. hein. Il en a beaucoup, hein. Franchement, Compliqué. je suis sûr que je pourrais. Non, mais il y a un cliché que j'aime pas dans les isekai. C'est celui, on prend un mec un peu loser dans la vie qui arrive dans un monde et qui finalement, on sait pas pourquoi, il arrive à devenir le héros ultime. Ça, c'est un cliché que j'aime pas. Mais ReZero, ça arrive à le sublimer d'une manière fantastique en fait. Subaru, il arrive, on le voit dans la saison 3, il commence à avoir une sorte de popularité, c'est un grand héros, il a accompli de grandes choses, mais ça reste ce loser. Ça reste ce même Neuil finalement qui sait rien y faire. Et ça, je kiffe, et c'est pour ça que Subaru, ça restera toujours mon goat. Et le goat de Yerim aussi. En effet, mon goat aussi. Et en plus, même pour compléter ce qu'il dit, il y avait pendant un épisode d'un discours, pour pas donner de contexte, pour pas spoiler bien évidemment, il avait même pas envie de le faire parce que il se sentait pas à sa place. Alors qu'il y a tout le monde qui l'acclame, etc., comme le roi. Parce que dans les précédentes saisons, il a des accomplissements liés à Emilia, au culte de la sorcière et tout. Et malgré ça, il ne se sentait pas à sa place de le faire. Il n'avait pas le courage. Parce que ça reste une personne tout à fait normale. Et il n'y a pas ce cliché, oui, je deviens héros surpuissant de Isekai. Parce qu'on souffle, on est fatigué. Hein. On est fatigué. En parlant on va parler de héros de Isekai et de suites notamment. Il y a une autre suite qui est présente dans ces nommés pour les personnages masculins. C'est la dernière. Après, on n'aura que des nouveautés, donc ça fait plaisir d'avoir de la diversité et de changer un peu de registre par rapport aux années précédentes. Mais on a quand même un personnage de Bunny Girl Senpai avec Sakuta, qui a été nommé. Il y a Sakuta dans les nommés. Il y a Sakuta dans Mais les je nommés. découvre. C'est fou, c'est C'est une fou. folie, je l'ai pas vu passer. Je suis tellement Il est bien d'accord. passé. Mais c'est mon green flag originel. Mais Bah, je sais que moi t'aimes pas. aussi, hein. Mais t'aimes pas les green flags, toi, t'as dit. Oui, mais en fait, Oui, c'est pas pareil. en fait, j'aime les red flags quand il faut que ça soit toxique. Parce que là, je suis dans mon era toxicité. Ah là là, catastrophe. Non mais oui, c'est Sakuta, mais Sakuta est vraiment nommé dans cette catégorie. Ouais. T'as vu aussi Manon Alors, j'ai pas Bunny vu le Girl film, Senpai mais j'ai vu la série, oui. Bunny Girl, ouais. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Ouais. Et Sakuta, pour le coup, enfin, oui, c'est mon. Si je devais choisir, c'est pas mon goat ultime parce que il y a quelqu'un d'autre devant lui que je ne citerai pas parce qu'il n'est pas nommé cette année, mais c'est pas grave. Mais Sakuta, mais oui, green flag originel, comme je disais. Enfin, on ne peut pas ne pas s'attacher à lui. Il a une volonté de faire. Il est adorable. Il est fun. Il est tout ce que tu veux. Et franchement, je souhaite à toutes les filles au lycée de connaître ce gars en premier amour. Enfin, il n'y a pas meilleure manière que de rentrer dans le que de faire un premier pas dans le romantisme de la vie, quoi. C'est Que tout le monde ait son Sakuta avec que un- tout le monde ait un Sakuta dans votre vie, quoi. C'est obligatoire. C'est vrai Et qu'il y a... surtout, Ouais, là- surtout que ce qui est fou, dans les deux films de Bunny Girl, en fait, dans tout Bunny Girl Senpai, c'est une œuvre qui se concentre sur comment Sakuta va aider les autres. Et c'est ça qui montre que c'est un homme, etc. Capable. Et là, on a enfin, parce qu'il y a deux films qui sont sortis en fait cette année, dans le deuxième film, on n'a pas un syndrome de la puberté qui est lié, mais on en a un qui est lié à Sakuta. Et donc, on a enfin cet arc narratif autour du personnage de Sakuta, comment il va évoluer, etc. Et que ça nous montre que il fait le héros malgré qu'il a des problèmes et des problématiques, etc. Et moi, je trouve que c'est ça qui a rajouté un point supplémentaire au personnage comparé à tout ce côté green flag qu'on avait déjà dans la saison 1 et
le premier film qui est sorti. Et moi, je trouve que c'est vraiment un très grand élément qui vient compléter, qui montre qu'il a largement sa place, en fait, dans les hommes capables, surtout en tant que protagoniste d'un animé de romance, et pas que de la romance, quoi, Bunny Girl Senpai au final, vu que c'est surtout un animé qui parle des problèmes que des adolescents rencontrent et qu'ils ont du mal à gérer eux-mêmes. Dans tous les cas, je vois que ça aime bien Sakuta. Les gars, prenez-en de la graine. Ah, Regardez vraiment Bunny Girl noté, Senpai parce que là, je pense qu'il y a moyen de gagner des points. Oui. Autre personnage qui a gagné beaucoup de points cette année et qui est devenu une waifu pour certains et certaines. Le personnage de Senshi de Glouton et Dragon. Senshi, Ouais, best carrément. waifu, je pense. Non, vraiment un personnage super attachant. Manon, tu as regardé. Bah, je l'épouse, il fait la cuisine. Il fait Enfin, la cuisine, Ah, voilà, vraiment. il fait la cuisine. Homme Donc c'est capable, instant. Mais il n'y vraiment a, rien- très y a rien d'autre à ajouter. Mais alors, on parlait de Marcille, évidemment, qui, j'ai dit, elle sauve tout le monde. Sans elle, personne ne survit. Alors oui, dans le cas où il y a une attaque. Par contre, premier degré, même sans attaque, c'est grâce à Senshi qui survive. Parce que le mec fait à manger. Et juste ça. C'est le gars les nourrit. Ah, mais à partir épisode de 1, là. ils sont foutus. Hein, Mais oui, ils ont pas épisode 1, ils Senshi, sont hein. foutus. Et en fait, c'est même pas il les nourrit simplement, c'est il apporte de la vie, de la bonne humeur dans ce groupe. Enfin, c'est vraiment c'est l'élément de bonne humeur de cette troupe qui quand même va au devant de dangers mortels. Et lui, tu as l'impression qu'il suit, mais sans vraiment avoir conscience de ce qu'ils ont affronté. Il est juste là pour s'assurer en maman poule que ses enfants ne meurent pas. Voilà, il est là, il est derrière du haut de son 1m50 et il s'assure de récupérer. En plus, on le voit même pas faire. Il débarque, il dit on va manger ça et c'est des ingrédients qu'il a récupérés hors champ. Le gars est trop fort. Le gars est trop fort et il arrive à. Voilà, nous on est épuisés mentalement parce qu'ils ont quand même une mission qui est assez périlleuse et pour un but assez triste puisqu'on parle de réanimer quelqu'un qui est décédé. Lui, il est là derrière, il apporte de la positivité en fait. Il se dit bon, ok, on a une mission, mais on va manger d'abord parce qu'on ne fait rien le ventre vide. Et Vraiment. voilà, ce message est magnifique, donc votez Senshi. Oui. Le mec cook, hein, littéralement. C'est ça. Et Exactement. regardez aussi l'animé, genre, il est vraiment trop bien. Oui, c'est Ouais. Genre, vraiment, il est exceptionnel. Il faut regarder Glouton et Dragon, absolument. Il faut regarder aussi un autre animé, c'est Du Mouvement de la Terre, les gars. Oui, 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 oui. Il faut absolument le regarder. Pour le coup, je suis une fraude, je l'ai pas vu. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est honteux. C'est honteux. Oui, désolé, my bad. Et donc, il y a un personnage qui nous a quand même marqué cette année, c'est le personnage de Rafale. Quel homme, enfin quel jeune homme du coup. Quel jeune homme, Rafale, effectivement. franchement. Il est jeune, putain. 12 ans. 12 ans. Hein? Il est, Pardon. Et Ouais, pourtant, la c'est un maturité, génie. hein, il est tacticien, en fait, il a tout, il réfléchit beaucoup trop pour juste quelque chose qu'il a envie de connaître, donc l'héliocentrisme de la Terre. Et au moment où il a cette idée, il va tout faire, sans spoiler ou quoi que ce soit, pour montrer au monde le vrai secret en fait de la Terre. Mais il a tellement de choses qu'il va penser pour qu'un gamin de 12 ans ne pense pas à ça. De base, un gamin de 12 ans, je sais pas, il va jouer, t'allumes la télé. Non, lui, il va essayer de prouver des choses qui est de base, à l'époque, improuvable. Parce qu'à l'époque, quand tu commençais à parler de ça, qui n'était pas d'accord avec l'Église, t'étais nommé comme un hérétique et c'était au bûcher, tu vois. Et même s'il connaît les conséquences, il va essayer, en tout cas, de prouver et de montrer, en tout cas, le secret de la Terre. Moi, ce que j'ai adoré chez Rafale, c'est qu'en plus, on parle pas d'un gamin qui, de base, a des doutes sur ce que l'Église lui a enseigné. On parle d'un gamin qui était prêt à aller étudier la théologie à l'université. Donc, vraiment, dans sa tête, il n'y avait rien qui pouvait venir transgresser ça, toutes les connaissances qu'on lui avait données. En plus, il a été élevé par un... je ne sais pas si c'était un prêtre, mais bon, c'était quand même quelqu'un de très actif au sein de l'Église. Donc, il y avait aucune volonté de sa part d'aller à l'encontre de ça. Et en fait, quand quelqu'un vient et lui prouve par A plus B que en fait ce qu'on lui a appris c'est peut-être pas la vérité, en fait il va pas chercher à contredire comme tous les autres personnages de l'animé. En fait lui ce qu'il veut c'est la vérité et vraiment il va se dire on m'a montré ça et je veux savoir donc je vais faire mes propres recherches et bon ça va l'amener où ça va l'amener mais waouh, à 12 ans avoir cette volonté là Il a une soif de connaissance mais qui est C'est une stratosphérique. J'ai pas regardé, mais est-ce que ça fait un parallèle avec le fait qu'il est en quête d'identité même? Enfin, dans le sens où il recherche la vérité, il veut savoir pourquoi les choses dans le monde sont comme ça. il n'a pas du tout cette volonté là au Ok. début c'est vraiment une rencontre qui va l'amener à remettre des Oui, choses en c'est surtout question. ça. Mhm. Ok. Mais voilà, lui, il n'a pas cette volonté-là à la Il base. avait déjà son idée, c'est ça, de base, comme dit Manon, mais après, à cause d'un facteur qui va arriver, il va commencer à voir les choses autrement. Ok, intéressant. Mm. Je vais C'est essayer vrai l'épisode que- 1 aujourd'hui. Et franchement, il pose les bases de tout le reste de l'animé par la suite et il a une importance absolument Capitale. capitale. Ah, oui. Et je pense que sa nomination aujourd'hui est vraiment largement
largement mérité. On a d'autres personnages encore ici qui ont été nommés, notamment un personnage qui nous vient tout droit d'un shonen, mais qui n'a pas 12 ans, qui a bien la trentaine, à savoir Kafka Ibino. Oui. De Keiju Number 8. Est-ce que vous avez eu l'occasion de check un petit peu l'animé Keiju de votre côté? Oui. L'anime et le manga. L'animé et Et le manga. J'ai du négatif à dire sur Kafka. En fait, moi, je trouve que ce qui est bien sur le personnage, c'est qu'il n'est pas exploité, justement. C'est ça qui est dommage. C'est le fait qu'il a 30 ans. Il se comporte comme Naruto, genre. Au début, Naruto, genre, pitié. Il a 30 ans, au moins pour avoir du renouveau, avoir un battle shonen littéralement, où tu as un personnage qui est adulte, donc qui a des réflexions d'adulte, qui avance comme un adulte, qui apporte ce côté adulte, mais pas du tout, genre. J'ai quand même l'impression de regarder un gosse de 15 ans. Et moi, je trouve ça quand même problématique, surtout que plus on grandit, plus on a du mal, à part les shonen de notre enfance, à lire des shonen. Parce qu'on commence à moins se reconnaître dans les personnages, on cherche plus des choses beaucoup plus adultes. Même pour parler de romances, par exemple, dans Criminel Fiançal, c'est des romances de personnes qui sont légèrement beaucoup plus âgées, quoi. Donc, regarder un shonen qui a un personnage adulte un peu comme nous, enfin on peut plus se reconnaître dedans, quoi. Mais au final, je vois un gosse de 15 ans, quoi. Donc j'avoue que Yerim, c'est ça. check-moi parce que j'ai exactement le Voilà, même avis voilà. sur Kafka Ibino. J'aime beaucoup ce côté où on nous montre un personnage qui a une trentaine d'années, mais j'avoue qu'il y a des fois où je me dis ça change pas de Naruto, quoi. Genre, Bah ouais, il a 15 ans, quoi. Ils ont pas joué là-dessus et c'est dommage. vachement dommage. Ouais. Ouais. Et je pense que c'était pas le but du personnage. En fait, lui donner la trentaine, c'était vraiment juste pour cette vibes de croyez en vos rêves jusqu'au bout. En fait, c'est pas parce qu'on vous dit que vous pouvez plus le faire que vous pouvez pas le faire. Et c'était pas du tout une question de maturité. Je suis totalement d'accord. Je pense, J'aurais ouais. adoré voir un personnage avec la maturité qui est censé avoir un homme de 30 ans. Mais je pense que c'était vraiment pas le but. Le but, c'était juste de te dire, bah, même si on te dit que tu peux pas le faire, que tu peux plus le faire parce que t'es trop vieux, en fait, si tu peux le faire. Mais ouais, ça aurait dû être un peu plus exploité. Je suis d'accord avec toi. Non, est-ce que s'il avait été vraiment 100% dans une grande maturité d'adulte, Oh, ça m'aurait etc., saoulé. est-ce que ça aurait été vraiment bon shonen, quoi? Je veux dire, Bah, moi, peut-être je pas, pense que ça peut être le cas. Si ils contrastent avec les réactions, avec le reste du cast, parce qu'eux, ils sont jeunes, ils peuvent créer justement cette relation père-fils. Et donc, ça Ça aurait pu pouvait être bien, ouais. créer Ouais, je Kafka vois ce que comme tu une veux sorte dire, de Jiraiya, mentalement, on va dire, ou un Kakashi. Ouais. Genre, il y a ce côté, oui, je suis votre senpai, sans être un gamin comme vous, quoi. Donc, je pense que là, ça aurait pu créer une énergie spéciale à l'animé, justement, et avoir ce côté, oui, je suis votre papa et tout. Et vous inquiétez pas, c'est pas un spoil parce que le manga n'est pas fini. À la fin, par exemple, s'il tue Kafka, oh my god, ça allait trop bien. Attends, what? Comme ça, il meurt à la fin et voilà, Mais non, mais le papa est mort. non, quand même C'est pas. Mais horrible. tu sais, Non, moi, je Un suis peu pas si cruel. d'accord que ça, parce que je trouve que si on lui avait donné cet aspect plus mature, plus dramatique, ça aurait plus fait un seinen qu'un shonen, finalement, tu vois. Je peux C'est- comprendre, c'est mais... le but d'essayer de motiver les gens. Si tu pars du principe qu'il a 30 ans et qu'il réfléchit comme un homme de 30 ans, il va juste pas se lancer dans ce truc et rester dans son travail de nettoyeur, tu vois. Mais c'est vrai que, mine de rien, si on voit de ce côté-là, c'est vrai qu'il a fait parce que oui, il y a mon ami d'enfance et tout, mais il a aussi quitté son travail de nettoyeur parce que bah, il a pas réellement cherché. Genre, il est devenu un kaiju parce qu'il a bouffé un kaiju à l'épisode 1. Mhm. Donc malheureusement, bah, je pense que s'il avait pas eu ça, il aurait continué dans ce travail, quoi. Oh, il avait Et- prévu de repasser, je crois, Ouais. quand même une dernière fois. Alors, il Ah, l'aurait c'est pas eu. vrai. Il Ouais, l'aurait- avant ses 31 ans, Après, il disait que, il l'aurait clairement pas eu Ouais, c'est sans, sûr, hein. sans son pouvoir. Mais voilà, mais il y avait cette volonté quand même de dire bah, je vais pousser jusqu'au bout et puis espérons que ça passe. Ça serait pas passé. C'est Ouais. passé parce que circonstances atténuantes, mais voilà. Mais j'espère quand même une évolution au niveau de sa maturité, ce serait intéressant. Ouais, je pense aussi, enfin, un personnage qui fait finalement quand même assez débat, mais qui est clairement pas inintéressant. Ah non, Voir ouais, un personnage par de contre, 30 ans dans un shonen de la sorte, bah, c'est quand même relativement rare, il faut le souligner. Puis on a 30 ans, nous. Moi, j'ai pas 30 ans. Non, mais, alors moi non Non, plus, moi non mais plus. c'est. Vous inquiétez pas, hein. on est plus proche de la J'avoue trentaine qu'on que est de la plus proche vingtaine, de la quoi. trentaine. Je suis non. plus proche de la vingtaine, vous inquiétez pas. Hein. Aïe, on a pris 20 ans. Hein. On a également Ranger D de No Longer Ranger, Ah, l'homme de ma vie. qui a fait été beaucoup, hein. nommé. Ça fait Beaucoup, en beaucoup effet. d'hommes de ta vie. Yerim, tu as eu l'occasion de regarder l'animé. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce personnage? Oui, déjà, je lisais le manga depuis. Oui, je suis énormément de manga, mine de rien. Et honnêtement, j'étais très content déjà du taf de l'animé globalement. Donc, Ouais. mais ça, on n'en parle pas maintenant. Et en fait, Ranger D, déjà, vous connaissez tous The Boys, je pense. Mhm. C'est connu que No Longer Ranger, c'est comme une version manga de The Boys avec ce côté, oui, les héros sont pas vraiment des héros, c'est, on va dire, des manipulateurs de la société, etc. Et en fait, contrairement à The Boys, où tu as des gens qui se révoltent contre cette société parce qu'ils ont été victimes des héros, du système de héros, là, tu as des vilains, en fait, qui sont manipulés pour être utilisés par des héros pour leur bien.
Et t'as un de ces mecs, justement, qui va se dire « J'en ai marre qu'on soit utilisé comme ça. On reste des êtres vivants. » Parce que, du coup, c'est pas des êtres humains. On reste des êtres vivants. On mérite le respect. Et il arrive vraiment à rejoindre leur rang. Il se déguise en eux, vu qu'il a un pouvoir pour se déguiser. Il connecte avec le reste du cast. Il se crée une personnalité parce que il rencontre des gens. Il commence à avoir de l'affect pour eux, etc. Et t'as vraiment pas un conflit interne, en fait, pour le personnage, mais t'as ce fait que il se pose des questions, il se dit « Ouais, je dois vraiment tuer tous les héros pour pouvoir m'en sortir, pour que tout ça s'arrête. » Mais il commence à s'attacher avec les autres. Et c'est vraiment le personnage qui arrive à définir les événements qu'il y aura dans l'œuvre, etc. Vu que tout vient à travers ses ambitions. Carrément, il y a même un épisode où il arrive à s'infiltrer parce qu'il s'est lié d'amitié avec un membre de l'escadron rouge, je crois, ou bleu. Et justement, c'est pour ça que je trouve que Ranger D, il mérite largement sa place. Il est très intéressant, il a beaucoup de motivation et t'as le côté anti-héros, honnêtement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général dans les œuvres de fiction. Bien que je trouve que c'est souvent très mal fait, mais là, pour le coup, je trouve ça très, très bien fait. Ouais, je te rejoins absolument. Sur le début de l'animé, en tout cas que j'ai vu, c'est un personnage qui m'a beaucoup intrigué et qui a eu même une introduction, je trouve, qui est marquante. Ouais. Et c'est surtout ça qui fait qu'on accroche directement à l'animé. C'est ce côté où méchant devient gentil, les gentils sont pas vraiment si gentils que ça. Ouais. Et c'est assez intéressant comme concept. En dernier, on avait Yuki Nori Sawabe d'un film Blue Giant. Si on avait Fujino de Look Back en personnage féminin pour un film, là on a Sawabe de Blue Giant. Je pourrais en parler des heures, mais Manon, je vais te laisser ce plaisir. Regardez Blue Giant déjà. Ah oui, pitié. Oh my god, Voilà. vraiment, quel film. Alors, je ne l'ai pas conseillé à beaucoup de monde parce que j'avais l'impression d'être un peu à part dans le sens où j'adore l'animation japonaise, j'adore le jazz, donc j'étais le public cible totalement. Largement là, Voilà. oui, hein. Donc, je ne savais pas si j'étais très objective quand je disais que j'avais vraiment adoré. Mais c'est vrai que Sawabe, c'est un personnage qui est tellement marquant, surtout pour ce qui lui arrive dans l'animé. On est quand même sur le personnage le plus âgé, le plus mature du trio principal, qui va un peu porter ces jeunes, parce que lui, il a quand même sa carrière musicale derrière lui. Il a la maîtrise que ces deux jeunes garçons n'ont pas. Oui. Et en fait, ouais, il fait un peu le senpai pour le coup, parce que c'est lui qui porte le groupe, parce que c'est le seul qui fait pas d'erreur, ou en tout cas très peu. Et en fait, il doit composer avec ces deux jeunes qui débutent, mais qui en veulent. Et je trouve ça beau, en fait, qu'ils leur laissent leur chance et qui s'adaptent, en fait, à leur rythme pour les pousser plus haut. Et qu'au final, sans trop spoiler l'animé, voilà, il se passe quelque chose qui fait que il a plus cette place, en fait, au sein du groupe qu'il avait au début. Et ça le détruit complètement. Et là, on a un rapport entre l'homme et la musique qui est absolument émouvant. Moi, j'ai lâché beaucoup de larmes sur cet animé. Mais voilà, au final, le film se termine très bien. Voilà. Si jamais vous avez peur des fins dramatiques, c'est pas le cas. Mais ce personnage, vraiment, il apporte une dimension dramatique et ouais, une paternité, en fait, au trio que je trouve vraiment touchante. Et faites-le gagner aussi. Enfin, voilà, faites-les tous gagner. Mais lui, en plus, peu de gens l'ont vu. Et je sais pas si ça aura donné envie, mais il mérite de fou d'être là, en tout cas. Ouais, là, ça passe. Blue Giant, genre, vraiment. Film exceptionnel et personnage exceptionnel par ce qu'il apporte au casting et par sa période de rédemption, on va dire, qu'il a dans son arc. Excellent pianiste. Et excellent pianiste, effectivement. Sur ces belles paroles, on va clôturer ces deux catégories, meilleur personnage féminin et masculin. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à toi. Manon, merci à Akiro, toi. Sorad, Yerim. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour le reste des catégories qui arriveront sur la chaîne de Kanimi. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous le 15 février pour la cérémonie des Anime Awards. Toutes les informations sur le lieu, l'adresse, le moment où nous regarder ou venir nous voir, tout ça c'est dans la description. Il y a une billetterie où vous pouvez acheter vos billets pour venir nous voir en direct. C'est le 15 février sur Paris. Toutes les infos sont dans la description, comme je l'ai dit. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sur Kanemi. À la prochaine. Ciao.